Bienvenue dans le studio de Crystal Clear Electronics alors que nous poursuivons notre deuxième saison. Aujourd'hui, nous vous présentons le chapitre 12 où nous allons apprendre la conversion numérique analogique. Je suis Gergelis Statmari, étudiant en licence à l'Université de technologie de Budapest, et je suis accompagné de Zoran Jurica, étudiant en master dans la même université. C'est lui le présentateur de ce chapitre. Bonjour. En effet, aujourd'hui, nous allons parler de la conversion DA. Tout d'abord, nous verrons ce que sont ces convertisseurs numériques analogiques et à quoi ils peuvent servir. Puis nous discuterons de leur fonctionnement et de leur structure interne. Et à la fin du chapitre d'aujourd'hui, nous testerons le convertisseur DA d'un microcontrôleur. Nous allons générer une tension fixe et nous l'utiliserons également pour créer une onde sinusoïdale. Ce sera la partie la plus intéressante, alors restez avec nous jusqu'à la fin du chapitre. Vous pouvez retrouver la version écrite de ce dont nous avons parlé dans la vidéo sur notre site web crystalclearelectronics2.eu. N'hésitez pas à y jeter un œil également. Cependant, veuillez noter que le matériel utilisé dans la vidéo sera différent de celui utilisé dans le programme écrit. C'est parce que la carte de développement Nucleo présentée dans la vidéo est beaucoup plus facile à se procurer. Vous pouvez le voir sur le tableau ici. C'est pourquoi nous vous encourageons à vous procurer la carte de développement et à faire les exercices avec nous. Commençons. Ce chapitre a été rédigé par Victor Vinch et Gabor Baraksi et relu par Mate Preinsperger. Commençons. Zoran, tu as la parole. Merci, Gergo. Vous avez déjà entendu parler des convertisseurs analogiques numériques dans les leçons précédentes. Vous pouvez déjà numériser des signaux analogiques. Cependant, le monde n'est pas numérique, et pour rendre ces signaux à nouveau perceptibles par les humains et le monde, une conversion numérique analogique est nécessaire. Ainsi, la conversion numérique analogique est le lien entre le monde numérique et le monde analogique, un procédé qui existe depuis l'apparition des processeurs, mais qui n'est devenu largement accessible que depuis 2 à 3 décennies avec l'arrivée des CNA monolithiques intégrés sur un seul cristal de silicium. Les CNA sont donc des dispositifs qui reçoivent un signal numérique, par exemple un nombre sur 8 bits en entrée, et produisent en sortie une valeur analogique correspondante, le plus souvent un certain niveau de tension. Les CNA ont un large éventail d'applications, certaines avec une fonction de conversion numérique analogique évidente au premier abord, d'autres où il faut creuser davantage pour découvrir leur rôle. L'un des exemples les plus évidents, que tout le monde a déjà rencontré, est la musique. Une fois les enregistrements sonores réalisés en studio, ils sont édités par des ingénieurs du son, puis les copies numériques sont prêtes à être distribuées. Cependant, cela n'est pas audible car le son est stocké sous format numérique, mais pour être consommé, la représentation numérique doit être reconvertie en son. L'exemple suivant est la vidéo qui présente de nombreuses similitudes avec le point précédent. C'est exact. Pour afficher des films stockés ou diffusés en streaming au format numérique, il est nécessaire de convertir les signaux vidéo du numérique vers l'analogique. Par exemple, si un connecteur VGA est utilisé, la conversion du numérique vers l'analogique est déjà effectuée dans l'ordinateur, de sorte que l'on pourrait mesurer des signaux analogiques sur le câble VGA. Cependant, les connexions de moniteurs modernes sont généralement numériques aujourd'hui. Par exemple, le HDMI traite les signaux numériques à l'intérieur du moniteur, les convertissant en signaux analogiques, qui peuvent ensuite être utilisés pour afficher l'image à l'écran. Le convertisseur HDMI vers VGA sur la table comprend également un convertisseur DA transformant le signal HDMI numérique en VGA analogique. En fait, sur le côté de l'appareil, on peut voir la sortie audio qui est également générée à partir du signal HDMI par une logique appropriée et le convertisseur DA qui y est connecté. Par ailleurs, dans certains systèmes de surveillance, l'ADC numérise les signaux analogiques à mesurer puis les transmet au microcontrôleur pour traitement. Le contrôleur envoie alors un signal calculé à partir de la valeur mesurée à l'unité qui le reconvertit en signal analogique. En fait, la plupart des potentiomètres numériques sont également basés sur des DAC. Ces potentiomètres possèdent une sorte d'interface numérique, généralement I2C. En dehors de ceci, bien sûr, les DAC sont utilisés dans de nombreux autres domaines. Seuls quelques exemples typiques sont donnés ici. L'essentiel est que les DAC convertissent une valeur d'entrée numérique, en termes pratiques, une valeur numérique, en un signal analogique. Voyons maintenant les principales caractéristiques des convertisseurs numériques analogiques. La première est la plage de sortie.
La plage de sortie correspond à la différence de tension ou de courant entre les signaux de sortie maximum et minimum d'un DAC. La seconde est la résolution. L'unité de base de la résolution est le bit. En termes pratiques, cela signifie la variation de la valeur de sortie, c'est-à-dire la variation de la tension ou du courant de sortie résultant du changement du bit de poids le plus faible à l'entrée, appelé LSB. Par exemple, la plage de sortie d'un DAC 8 bits comporte 255 parties, soit 2 à la puissance 8-1, donc la résolution est d'un 255e de la plage de sortie. La troisième caractéristique est la fréquence d'échantillonnage maximale. La fréquence d'échantillonnage maximale correspond à la vitesse maximale à laquelle le DAC peut produire une sortie tout en respectant les spécifications. Essayer de contrôler le DAC plus rapidement que cette limite entraînerait une forme de signal différente de celle attendue. La quatrième caractéristique est l'erreur d'offset. La figure à l'écran illustre clairement et précisément l'erreur d'offset, un phénomène courant en électronique. L'axe vertical montre le code d'entrée numérique du DAC représenté sur 3 bits et l'axe horizontal indique la valeur de sortie analogique. L'erreur d'offset correspond à la différence entre la sortie idéale et la sortie réelle lorsque l'entrée numérique est à 0. On peut clairement voir que le signal de sortie réel s'écarte de la ligne idéale de 1,5 LSB pour le code d'entrée 000. La façon la plus simple de compenser cette erreur consiste à mesurer la valeur de sortie pour une entrée numérique nulle, puis à la convertir en une valeur numérique et à la soustraire des autres codes d'entrée. Vient ensuite l'erreur de gain. Cette figure illustre l'erreur de gain. L'erreur de gain est la différence entre la valeur de sortie idéale et la valeur réelle après correction de l'erreur d'offset pour la valeur d'entrée numérique maximale. Puisque les pentes des deux droites sont différentes, on peut voir que la différence entre la sortie idéale et la sortie réelle sera la plus grande à l'entrée maximale. Voyons maintenant la DNL, qui signifie en anglais Differential Non-Linearity ou non-linéarité différentielle. Idéalement, si l'entrée numérique augmente d'une unité, la sortie devrait augmenter d'un LSB. L'écart par rapport à un LSB correspond à la DNL. La figure montre que la sortie analogique, qui correspond à l'axe des X, ne varie pas proportionnellement en fonction de l'entrée numérique, c'est-à-dire l'axe des Y. Pour chaque variation unitaire de l'entrée, il n'y a pas exactement une variation d'un LSB du signal de sortie. L'ampleur de cet écart est donnée par la DNL. Dans le cas extrême, une erreur de monotonie peut se produire, ce qui signifie que si l'on fournit une valeur de code d'entrée numérique plus élevée, la valeur de sortie analogique diminue. Le paramètre suivant est le temps de stabilisation, qui spécifie le temps nécessaire pour atteindre la valeur d'état stable à la sortie, dans une plage de plus ou moins un LSB d'erreur, lors du passage de l'entrée numérique de la valeur minimale à la valeur maximale. On peut également parler du transitoire de commutation. Lorsque la valeur d'entrée est modifiée, des pics indésirables apparaissent dans le signal de sortie causé par la commutation non simultanée des interrupteurs du DAC. Nous parlerons davantage de ces interrupteurs dans le chapitre consacré au type de DAC. Cette figure illustre le transitoire de commutation. Même si une onde sinusoïdale numérique idéale est appliquée à l'entrée, des transitoires indésirables apparaissent dans l'onde sinusoïdale analogique mesurée à la sortie lorsque plusieurs valeurs locales changent simultanément. La caractéristique suivante est le rapport signal sur bruit, ou SNR en abrégé. Le rapport signal sur bruit est le rapport entre le signal utile à la sortie et le bruit. Comme les différentes grandeurs physiques du signal et du bruit varient généralement de plusieurs ordres de grandeur, ce rapport est déterminé sur une échelle logarithmique mesurée en décibels. Il est déterminé en mesurant la puissance du signal utile et du bruit à l'aide de la formule suivante. Le SNR en décibels est égal à 10 fois le logarithme en base 10 de la puissance du signal sur la puissance du bruit. Cependant, si l'on souhaite effectuer le calcul avec l'amplitude du signal et du bruit, il faut utiliser l'équation suivante. Le SNR, mesuré en décibels, est égal à 20 fois le logarithme en base 10 de l'amplitude du signal sur l'amplitude du bruit. Parmi les erreurs décrites précédemment, c'est l'application qui décide lesquelles peuvent être tolérées. Pour les DAC utilisés dans les applications audio, une haute résolution, typiquement 24 bits, est courante et une distorsion minimale est importante, tandis que la fréquence d'échantillonnage est faible, généralement jusqu'à 192 kHz. Alors que les DAC utilisés pour la vidéo privilégient la vitesse. Par exemple, ceux utilisés dans les téléphones portables peuvent avoir une fréquence d'échantillonnage de plusieurs gigahertz et une résolution allant jusqu'à 16 bits.
Un DAC intégré dans un microcontrôleur peut être utilisé pour une large gamme de tâches et simplifie le processus de conception en éliminant le besoin d'un DAC discret. Pour chaque composant électronique, on peut parler de réalisation discrète, c'est-à-dire nécessitant des éléments de circuit séparés, ou de réalisation intégrée, ce qui signifie au sein d'un seul élément de circuit. Les applications typiques des DAC intégrés sont le contrôle de petits moteurs, la génération de signaux d'étalonnage pour les capteurs ou, avec certains compromis, la lecture de fichiers audio. Selon l'application, il existe plusieurs types de DAC parmi lesquels choisir. Il n'en existe aucun qui soit le meilleur dans tous les domaines, car certains paramètres sont optimisés de manière opposée. La résolution et la fréquence d'échantillonnage maximale en sont de bons exemples, donc choisissez toujours un DAC en fonction de la tâche à accomplir. Dans la vidéo suivante, nous commencerons par examiner les différents types de DAC et quand les utiliser. C'est exact. Restez avec nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.